Enchantée. Aujourd'hui, donc l'objectif, c'est de vous présenter ce panorama. On en est très content et très fier parce que c'est un travail que on a réalisé avec Jennifer, avec toute l'équipe Verspiren et l'équipe MyS Life. Et c'est également un travail qui est assez nouveau et assez innovant. Donc, ce sera l'occasion, c'est l'occasion de vous le présenter pour la première fois. C'est un travail, donc, comme je vous le disais, qui est commun à deux sociétés. La société My Life et la société Verspiren. Et je vais peut-être commencer par ça, c'est-à-dire par nous présenter. En tout cas, on commence par moi. Donc, moi, je suis Juliette Moreau. Je suis la cofondatrice de MyS Life. MyS Life, c'est une plateforme d'accompagnement en santé intime et sexuelle de la femme. Et nous accompagnons la santé intime et sexuelle de la femme également en entreprise, en proposant de faire de la santé intime un outil d'empowerment, un levier d'égalité femmes-hommes et un levier d'amélioration de la qualité de vie au travail. On le fait de trois manières. La première, c'est en proposant un certain nombre de conférences de sensibilisation sur les thématiques de santé intime de la femme et comment elles impactent la vie au travail. On fait également des formations pour les DRH et les managers autour de ces thématiques et pour pouvoir mieux accompagner les collaboratrices qui traversent ou qui souffrent de ces problématiques-là. Et un dernier axe qui est pour l'ensemble des salariés une application, une plateforme qui permet de répondre à toutes les questions que les femmes peuvent se poser sur sur leur santé intime. On le fait à travers du contenu, un réseau social, des groupes de parole en ligne et du téléconseil avec des sages-femmes. C'est une application qui a une grande attention à la fois à la sécurité et à la qualité de ce qu'on propose. Et c'est ce qui nous a permis, entre autres, d'être la première application santé des femmes référencée sur Mon Espace Santé, dont vous avez peut-être entendu parler ces derniers temps, parce qu'il y a une petite campagne de pub qui a été relancée. Voilà pour nous. Je te laisse te présenter, Jennifer, et présenter Verspiren. Oui, eh ben, bonjour à tous. Je suis donc Jennifer Méozone. Je suis consultante expert en protection sociale chez Verspiren. Et donc, chez Verspiren, notre activité, c'est d'accompagner les sociétés de toute taille à optimiser, à mettre en place ensuite et surtout à piloter les dispositifs de protection sociale. Donc, on parle ici de complémentaire santé, de prévoyance, hein, notamment. Et on sait que c'est quand même des volets qui sont très importants en entreprise, hein. Ça fait partie intégrante d'une politique globale de prévention santé. Et c'est à ce titre qu'on échange assez régulièrement avec soit la direction des services RH ou même des représentants du personnel qui se saisissent du sujet sur toutes les problématiques donc, de santé au travail. Et on cherche donc à les accompagner pour adapter au mieux certaines actions, certaines mesures aux enjeux de chaque entreprise. Merci. Du coup, on va peut-être commencer par expliquer dans quel cadre on a fait ce travail. Euh, le premier, il est important à noter, même si je pense que ça doit être une évidence pour beaucoup d'entre nous, mais c'est qu'aujourd'hui, les femmes représentent pratiquement 50% de la population active. Donc aujourd'hui, on a, excusez-moi, je suis obligée d'admettre les gens en même temps. Euh, Aujourd'hui, on a 48,5% de la population active qui est constituée des femmes. Et dans ce cadre, peut-être certains et certaines d'entre vous ont eu l'occasion de voir passer fin juin un rapport, donc le 27 juin, un rapport du Sénat qui s'attachait plus particulièrement à regarder la question de la santé des femmes au travail. Et la première en fait recommandation de ce rapport, c'est de développer l'élaboration et l'exploitation par tout organisme de producteur de statistiques publiques ou de statistiques propres à la santé au travail, de développer des données sexuées ou genrées, à vous de voir comment vous les donnez, et croisées sur la sinistralité au travail. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans un état
de proposition de statistiques sur la santé au travail qui est neutre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tendance à proposer des statistiques sur l'absentéisme, sur la consommation de soins, sur la sinistralité au travail, sur les accidents, qui ne font pas de différence entre les genres. Alors, c'est une volonté qui vise à ne pas stigmatiser un genre ou un autre. Malheureusement, et c'est ce que relève le rapport du Sénat, ce type d'approche peut aussi avoir un effet inverse, c'est-à-dire d'invisibiliser un certain nombre de risques et du coup de ne pas donner à voir des difficultés ou des spécificités à la santé des femmes au travail qui, par ailleurs, pourraient l'être si on commence à regarder ces données-là plus de manière attentive et en les sexuant. C'est dans cet esprit-là qu'on a choisi avec Verspieren. On s'est rejoint entre guillemets sur les deux sujets sur lesquels on travaille, à la fois la santé en général, la santé des femmes plus particulièrement et cette santé au travail, pour se poser la question de savoir est-ce que si on regardait plus précisément ces données-là, si on faisait aussi une attention à ce qui a déjà été produit sur la santé des femmes au travail, sur le champ plus spécifique de la santé intime, qu'est-ce que ça pouvait donner à voir et à savoir sur les difficultés que pouvaient rencontrer les femmes autour de leur santé au travail. Petit bémol à cette présentation, il y a un certain nombre de chiffres qui vont être présentés. L'objectif, à aucun moment pour nous, évidemment, c'est de stigmatiser déjà l'emploi des femmes. On serait bien normal, Jennifer comme moi, d'en parler, ni bien sûr de stigmatiser un âge, un genre ou une situation, mais bien plutôt de se dire, OK, une fois qu'on regarde la réalité, quel type de solution on peut y proposer et comment déjà on peut mieux comprendre et mieux interpréter cette réalité-là pour avoir une politique de gestion de la santé au travail et de qualité de vie au travail qui soit la plus adaptée possible et au final augmenter l'engagement des collaboratrices et collaborateurs et peut-être aussi l'attractivité des structures qui cherchent à les employer. Voilà pour moi. Je te laisse peut-être présenter la méthodologie de travail, Jennifer. Oui. Comme le précisait à l'instant Juliette, c'est donc important de réaliser des études genrées pour bien cibler ces problématiques qui sont donc liées au genre et donc d'adapter des actions concrètes. Et c'est d'ailleurs, on le disait, c'est assez nouveau, donc même pour nous, hein, on fait partie donc justement des données, enfin on donne des statistiques sur différentes choses, dont les statistiques de sinistralité au travail. Et c'est très innovant aussi de le faire aujourd'hui du point de vue genré chez Verspiren. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu réaliser une analyse qui est conjointe avec différentes données. D'une part, on a des données donc statistiques qui viennent de chez nous, de chez Verspiren, puisque en tant que gestionnaire de contrats donc, de santé, d'une part, de prévoyance de l'autre, on a des données, on a de la data. Et donc, ça va représenter à peu près 200 000 salariés et plus de 420 000 assurés. Donc ça, c'est ce qu'on va regarder tout à l'heure dans le panel qu'on va vous présenter. Et donc, je précise bien sûr, c'est très important, tout cela est bien sûr anonymisé. On ne sort que des chiffres et bien sûr de manière anonyme. Je le précise parce que ça peut être des questions ou des sources d'angoisse de certains, donc c'est très important, quelles que soient les enquêtes qu'on sort. Et ensuite, on a voulu donc comparer ces éléments-là à toutes sortes de données qui sont issues de différentes enquêtes, donc sur la santé des femmes et sur l'impact donc de la santé des femmes en milieu professionnel. Et c'est là aussi qui va être la chose qui va être innovante, c'est qu'on a consolidé toutes ces études qui existent sur le sujet et on a voulu les regarder de manière globale et non dissociée comme on pouvait le faire jusqu'à aujourd'hui en regardant certaines problématiques mais pas ensemble. Donc ça, c'était voilà notre vraie volonté d'avoir tous ces éléments-là et d'en faire des constats. Dans cette première partie qu'on va vous proposer, on a voulu donc observer des données qui sont issues donc de l'absentéisme et des dépenses de santé par genre. Et on va regarder s'il y a des corrélations, des constats qu'on peut émettre dans un premier temps. Avant de rentrer on va dire dans le vif du sujet, juste quelques éléments sur le panel qu'on a donc étudié. Je vous ai parlé du nombre de personnes qui le constituent, mais juste maintenant, quelques chiffres. Le panel qui est étudié, la population féminine représente 47,7% donc du panel.
ce qui finalement est très très proche du chiffre national que vous a évoqué tout à l'heure Juliette, de 48,5% donc de la population active sont des femmes. Bah, dans notre panel, c'est pareil, on est quasiment une personne sur deux. Le panel, il est âgé de 18 à 60 ans. C'est fait exprès, on veut donc uniquement la population active. Donc on a exclu les étudiants, les retraités. Et donc à partir de 18 ans, on a regardé seulement les personnes. Donc on sait bien que de 18 ans à 25 ou 30 ans, il peut y avoir encore des étudiants. On a ciblé uniquement ceux qui ont une activité professionnelle. Et enfin, toutes les sociétés qu'on a étudiées représentent à peu près 10 secteurs d'activité, très représentatifs des secteurs d'activité en France. Donc on va du secteur, par exemple, de l'industrie, de l'hôtellerie-restauration, même du commerce. Pour ceux que ça intéresse, on a mis le détail en annexe. Vous retrouverez donc les 10 secteurs et le poids de chaque secteur dans notre panel. Donc voilà pour l'introduction. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le concret. Et sur les premières données qu'on veut partager aujourd'hui avec vous, c'est le taux d'absentéisme. On parlait tout à l'heure de la sinistralité au travail. Donc c'est ça, c'est le taux d'absentéisme chez les femmes et chez les hommes. Et si on regarde, donc, on avait l'habitude, nous, chez Verspiren, de faire des études là-dessus. Et on en a retiré aujourd'hui différents chiffres en regardant sur les dernières années, quels sont le taux d'absentéisme d'une part chez la femme et d'une part chez l'homme. Et si on regarde donc les 3 dernières années, 2019, 2020 et 2021, qui sont assez semblables en termes de chiffres, on regarde qu'il y a à peu près 10 points d'écart entre les femmes et les hommes. Concrètement, on a 55% des arrêts qui sont représentés par des femmes. Alors on sait que 2020-2021 sont des années un petit peu particulières liées à la crise Covid, mais clairement, ces chiffres étaient déjà là historiquement, c'était déjà des constats qu'on pouvait faire avant et qu'on continue à faire dans les chiffres qu'on a sortis depuis. Donc ça, c'est le premier élément à avoir en tête, cet écart entre hommes et femmes. Maintenant, si on s'intéresse donc toujours à ces arrêts de travail, mais maintenant à la typologie des arrêts. Ce qu'on appelle la typologie, c'est est-ce qu'on est sur un arrêt de travail dû à un accident de travail, donc c'est quelque chose qui est quand même clairement différent, ou est-ce que c'est un arrêt maladie qui a été déclaré. Et là, pareil, donc on a fait cet exercice genré, et on remarque que finalement, les accidents du travail touchent majoritairement la population masculine. Et l'écart, d'ailleurs, on a regardé un petit peu plus en termes d'âge, il va être plus marqué chez la population jeune, chez les hommes. Donc concrètement, sur 100% des arrêts pour la population féminine, on en a 88% qui sont des arrêts maladie, alors qu'on n'en a que 83%, donc cette fois-ci chez les hommes. Si on s'arrête sur juste ces premiers chiffres qu'on vient de vous évoquer, pour nous, il y a un premier constat qui pour nous, saute aux yeux. On sait que la prévention des accidents du travail, c'est un élément majeur dans les politiques de santé au travail. Donc ça, c'est super, ça doit le rester, ça doit être conservé. Cependant, ce qu'on veut mettre en lumière, c'est que ça cache peut-être une autre réalité. Aujourd'hui, les femmes, elles sont moins concernées par ces accidents de travail, et donc peut-être qu'il y a des actions qui seraient potentiellement ciblées sur les femmes, sur différentes problématiques qu'on ne voit pas, qui sont donc noyées, on va dire, dans la masse, et qu'on pourrait suivre et mettre des actions, en fait, des pistes d'action en place. Donc c'est important finalement d'avoir un suivi précis de son absentéisme, d'en connaître les causes, et comme ça on peut adapter sa politique de prévention, et en fonction donc du type de collaborateur qu'on va avoir dans les sociétés. Donc on en reparlera, on va le développer un petit peu plus loin, mais c'est pour nous un premier indicateur qu'on veut partager avec vous. Si on poursuit maintenant sur les frais de santé, donc là sur les différents recours aux soins, on sait très bien ça, que les femmes ont recours aux soins, ont des recours aux soins supérieurs aux hommes. Ça, c'est pas nouveau. Tous les acteurs le savent, et c'est quelque chose qui est historiquement en place. Mais maintenant, ce qu'on a voulu faire ici, c'est s'intéresser uniquement aux actes de médecine courante, par genre toujours, mais aussi par tranche d'âge, pour voir si on pouvait noter des différences. Et sans grande surprise, première constatation que vous pouvez voir sur le tableau, c'est que bien entendu, le nombre d'actes va augmenter en fonction de l'âge. Ça, c'est quelque chose qu'on pouvait s'attendre. Mais là, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est le delta qu'il va y avoir entre les hommes et les femmes. Et cette fois-ci, on voit qu'il est constant d'ailleurs en fonction de l'âge, et qui va d'ailleurs s'accentuer aussi, qui peut s'accentuer. Je le reprécise encore une fois, là on est sur de la médecine courante, ça veut dire que ça va être tout ce qui est consultation généraliste, les spécialistes, quel que soit le spécialiste,
les analyses médicales et l'imagerie. On a fait bien sûr exprès de ne se focaliser que sur ces spécialités-là, puisqu'on va voir tout à l'heure avec les sujets qu'on va évoquer, c'est un lien, qu'il peut y avoir un lien entre les deux. Et si on continue nos analyses et on revient sur donc nos arrêts maladie, sur la sinistralité au travail, cette fois-ci, donc, toujours par genre, mais également par tranche d'âge. Tout à l'heure, on a fait uniquement par genre. Là, cette fois-ci, on rajoute la tranche d'âge. Et on remarque qu'on a une concentration pour la population féminine des arrêts de travail plutôt entre 25 et 40 ans. Je leur précise, et c'est vraiment important, les congés maternité ne rentrent pas dedans. Les congés maternité ne sont pas déclarés en arrêt de travail, donc on ne retrouve pas ici. Parce qu'on pourrait faire cette corrélation vu l'âge de 25-40 ans, mais ce n'est pas comptabilisé. Et si on regarde côté plutôt la population masculine, cette fois-ci, on voit bien qu'à partir de 45 ans, on a un taux d'absentéisme qui est plus fort. Donc là, il y a peut-être des pistes aussi de réflexion qui pourront être faites sur la population masculine. On verra dans d'autres webinaires qu'on construira, mais là, aujourd'hui, on a ce constat-là aussi sur donc la population masculine. Donc si on regarde ces 2 dernières données, et même les données qu'on a évoquées juste avant, on vient de voir que finalement, les femmes ont davantage de soins de santé et elles sont plus en arrêt que les hommes, et notamment sur la période 25-40 ans. Pourtant, c'est un âge où, normalement, on pourrait se dire que les femmes sont en pleine santé. Ce qui nous amène donc à faire une corrélation entre les différents constats là qu'on vient de voir et les différentes problématiques que rencontre la femme en fait, dans sa vie, dans sa santé intime qu'on va voir à tout à l'heure, puisque c'est clairement un âge où il y a une concentration de problématiques qui sont regroupées. Et donc, on sait que la santé intime, ça a un impact sur sa vie personnelle, bien sûr, mais on va le voir, ça a aussi un impact sur sa vie professionnelle. Ce qui nous amène donc aussi à dire qu'on a quand même plusieurs pistes qu'il faut creuser pour lutter contre cet absentéisme qui, pour nous, aujourd'hui, il est très mal connu ou méconnu. Et donc, c'est important de le mettre en lumière pour, on va en parler tout au long du webinaire, de mettre vraiment des actions concrètes qui sont en lien avec ça. En parallèle, juste aussi en 2 mots, on parle donc de recours aux soins importants pour les femmes, peut-être d'arrêt maladie un peu plus conséquent. Souvent, ça peut aussi avoir un lien. On sait que c'est une charge quand on consulte. Vous devez le savoir, prendre un rendez-vous, le caler dans son agenda, donc parfois avec ses obligations aussi professionnelles, si un suivi médical. Donc, de rajouter ça aussi, c'est aussi finalement une charge de temps et qui peut expliquer certaines données qu'on a vues tout à l'heure. Donc, c'est quand même important aussi d'avoir en tête l'impact que ça a aussi, ces différentes problématiques qu'on va évoquer. Et je reprends peut-être le point alors maintenant sur la santé intime. Voilà, pour faire la corrélation La maintenant corrélation, exactement. Merci Jennifer. Donc, entendons-nous bien. Nous, ce qu'on constate, c'est en effet un point spécifique entre 25 et 40 ans. On va y rattacher, et je vais les détailler maintenant, des problématiques de santé intime qui ont un impact sur la santé au travail, et je vais y aller, je vais vous les présenter. Mais on est d'accord que c'est une piste, il y en a probablement d'autres et on ne vise pas à travers cette présentation à démontrer et à expliquer l'intégralité de cet écart entre cette période de vie et cette pyramide qu'on vient de vous montrer. Néanmoins, et c'est là où j'y arrive, donc comme l'avait présenté Jennifer en introduction, pour faire cette partie-là, sachant qu'on n'a pas de données en santé générale, en population générale, pardon, sur l'ensemble de l'impact de la santé intime des femmes au travail. On a travaillé sur ce qui existait aujourd'hui et heureusement, un grand nombre d'associations de patientes, on les a toutes citées à la fin, mais je peux en citer quelques-unes comme Endo France, comme Fibromyalgie France, comme SOPK ou comme BAMP, ont travaillé sur l'impact à travers des enquêtes, sur l'impact de certaines pathologies ou de certains moments de vie sur le travail et sur la vie au travail. Donc, on a utilisé toutes ces études, on les a recensées. Ce sont des études qui sont toutes des enquêtes pardon, qui ont été faites en France avec des populations françaises. On peut en trouver d'autres à l'étranger, mais nous, on a préféré se concentrer sur ce qui existait sur les populations et le bassin de population qu'on connaissait.
et sur la base duquel surtout ont été extraits les données précédentes, qui elles sont toutes extraites de données de collaborateurs et collaboratrices français. Oui. Du coup, si on en arrive, alors ça c'est un peu la palissade, mais c'est le cas. 100% des femmes actives sont impactées tout au long de leur vie par leur santé intime. Ça veut dire déjà qu'elles en ont une, donc c'est déjà pas mal. Mais de fait, à partir du moment où on travaille, on ne laisse pas à l'entrée de l'entreprise tout le reste de son corps et tout ce qui biologiquement fait qu'on avance dans la vie. Du coup, on vous a préparé une petite frise. Alors, pour celles et ceux qui ne sont pas à l'aise avec ce type de présentation, vous retrouverez dans le panorama un détail beaucoup plus textuel, mais on a trouvé que c'était particulièrement parlant, en particulier pour mettre en lumière cette période spécifique de 25 à 40 ans. Donc, qu'est-ce que vous retrouvez ici? Ici, vous retrouvez la frise de 22 à 62 ans de tout ce qui se passe en termes de santé intime pour la femme. Alors, 22 et 62 ans, ce sont les âges moyens d'entrée dans la vie active et de sortie dans la vie active à aujourd'hui. Voilà, donc c'est les dernières données de l'INSEE. Et pendant cette période-là, une femme va traverser un certain nombre d'étapes, de moments de vie. Et pour l'instant, je ne parle pas de pathologie. Du coup, la première, c'est qu'en général, les femmes vont être réglées, donc dans la grande majorité, et que aujourd'hui, on estime à 29 ans le nombre d'années moyennes pendant laquelle une femme a ses règles. Donc ça, c'est la partie haute de ce graphique. Si on va en bas sur les conséquences sur le bien-être au travail, une des études, et encore une fois, toutes nos études sont citées à la fin, et pour pas alourdir ce webinaire, je vous invite à les regarder par la suite. Mais une enquête, entre autres, il y en a plusieurs, a montré que 65% des salariés ont été confrontés à des difficultés liées à leurs règles au travail. Premier point, donc quelque chose qui globalement regroupe l'ensemble des femmes. Alors, avoir des difficultés autour des règles au travail, ça peut aller de douleurs, hein, comme simplement des questions d'hygiène, c'est-à-dire pouvoir se changer, avoir accès à des toilettes et être en capacité de pouvoir respecter son hygiène personnelle. À partir de entre 31 et 42 ans, c'est les âges moyens pendant lesquels les femmes vont, pour celles qui en ont envie, être confrontées à des projets d'enfants et donc vont se poser des thématiques qui vont plus tourner autour de la fertilité ou de l'infertilité, de la maternité et du postpartum. Le postpartum, c'est la période qui suit l'accouchement. 74% des bébés en 2016 sont des bébés qui sont nés de femmes qui travaillaient. Donc, c'était le taux d'emploi des femmes enceintes en 2016 et c'est un chiffre qui, à ce jour, n'a pas encore été réactualisé, mais on tend à penser que c'est un chiffre qui a augmenté. Donc, aujourd'hui, on peut dire qu'une grande majorité des femmes enceintes, en attendant un enfant, sont au travail. Or, et c'est ça qui commence à devenir intéressant si on s'intéresse aussi aux questions d'attractivité ou de turnover, c'est que 42% des femmes ont changé de poste après leur dernier congé maternité. Et quand on regarde les causes, on voit qu'une des premières causes qui est ramenée, c'est la question de la santé. Des problématiques de santé qui ont fait que les femmes ont aussi choisi de changer de poste après leur grossesse. Et on en revient à la question du postpartum, donc tout ce qui est gérer la grossesse, enfin gérer l'après-accouchement. L'infertilité, c'est une thématique qui a été beaucoup abordée. Vous avez peut-être vu un rapport sur l'infertilité en France. Aujourd'hui, on considère qu'un couple sur 4 consulte pour infertilité. Et derrière ce chiffre, il y a un chiffre qui est important à retenir, c'est qu'une personne sur 3, et dans ces personnes, en fait, c'est principalement des femmes, donc une femme sur 3 pratiquement, choisit de démissionner une fois qu'elle rentre en parcours PMA, parce qu'elle considère que les deux ne sont pas compatibles, au sens où ce parcours de PMA, donc le PMA, c'est la procréation médicalement assistée, c'est quand on va rentrer dans un parcours qui va nous aider à avoir un enfant médicalement, elle préfère démissionner plutôt que de concilier cela avec leur carrière professionnelle, parce que ça va être trop complexe selon elle, et elles ne se sentent pas à l'aise pour le
le dire à leur employeur, même si la loi prévoit aujourd'hui un certain nombre de dispositifs pour aider les femmes qui rentrent en parcours PMA. Et puis, last but not least, je vais passer sur la périménopause, qui est une période euh, que qu'on commence un peu à évoquer, mais une période presque compliquée, mais on peut aller directement à la ménopause. Et aujourd'hui, avec l'augmentation du nombre de femmes actives et aussi le vieillissement de la population, on considère que 2 tiers des femmes qui ont entre 40 et 60 ans, ce qui représente quand même une grosse partie de la population active, sont ménopausées, sachant qu'une femme sur deux se dit impactée par sa ménopause au travail, que ce soit à travers des symptômes. Et non, il n'y a pas que les bouffées de chaleur, mais ça peut être aussi le regard des autres. Euh, de tout ça, ce qu'on peut donc se dire, c'est que oui, l'ensemble des femmes vont être impactées par ces sujets-là, et c'est des sujets dont on commence à parler, puisque même si déjà hein, vous êtes très nombreux et nombreuses à vous être inscrits à ce webinaire, donc ça tend à nous faire penser que le sujet commence à intéresser. C'est un sujet qui d'un point de vue sociétal comme d'un point de vue économique, j'entends dans le monde économique, hein, le monde des entreprises, commence à être abordé. Là, on est au mois de septembre, la toute nouvelle loi sur le congé fausse couche va être appliqué enfin, le décret d'application va sortir. Donc, c'est un sujet qui commence à être abordé par le monde des élus et le monde public qui commence à s'en saisir. Mais on a vu aussi un certain nombre de grands groupes ou de petites sociétés se positionner sur des moments de vie de la femme, alors que ce soit à travers des congés menstruels ou des congés spécifiques pour règles douloureuses, ou encore une attention particulière aux femmes revenant de congé maternité ou en ménopause. Donc, le sujet commence à se positionner et on commence à avoir de plus en plus économiquement des gens qui s'en saisissent. Mais il y a encore un certain nombre de choses à regarder et le champ est encore vaste. Là, j'ai regardé avec... Pardon, je t'en prie, Jenny. Juliette, justement, par rapport à ce que tu viens de dire, parce qu'on échange quand même beaucoup, nous aussi, avec les entreprises, comme je disais, avec les services RH, et on constatait que jusqu'à aujourd'hui, c'est quand même un sujet qui était très, très peu abordé, que c'était presque même un sujet tabou, hein. Et on voit que ça commence tout doucement. Je dis bien tout doucement, on a quelques exemples, et tu en parlais, qui l'abordent, mais on voit que pour l'instant, quand on en échange, on a parfois des demandes, mais c'était pas encore quelque chose qui était très connu, et même la population féminine, hein, avec qui on échange, méconnaissait un petit peu tous ces sujets-là et surtout l'impact sur le milieu pro. Tout à fait. Alors, c'est intéressant ce que tu dis, ça rebondit aussi sur des expériences que j'ai quand j'interviens en entreprise où, en effet, la mise à l'ordre du jour, entre guillemets, du sujet peut surprendre au départ. Mais une fois qu'on commence à dérouler le sujet, finalement, on se rend compte que un certain nombre de collaboratrices et collaborateurs font rapidement le lien avec des situations vécues et de fait, ça ouvre la parole et ça commence à aborder. Mais tu as raison, en effet, le sujet commence à être abordé, même si, comme on peut le voir, l'impact est certain. Et si je reviens à ce que tu nous as présenté avant, donc l'absentéisme, on peut faire quand même une petite corrélation entre cette première partie et ces absences qu'on citait précédemment. Deuxième point, alors là, par contre, donc là, on est sur des femmes, entre guillemets, sans maladie. Euh, on arrive ensuite à un deuxième axe qui est tout ce qui touche aux pathologies chroniques gynécologiques. Donc, une maladie chronique, c'est une maladie, et je m'excuse par avance s'il y a des médecins dans la salle, parce que je vais le faire de manière très, très vulgarisée, mais c'est une maladie qui intervient tout au long de la vie et dont au mieux, on soigne les symptômes, mais dont on ne peut pas obligatoirement guérir complètement. Et dans ces pathologies chroniques que je vais citer par ailleurs, je ne prends pas en compte les cancers qui sont eux aussi malheureusement des pathologies chroniques. Et là, je vais juste me concentrer sur en gros les principales pathologies chroniques gynécologiques. Et je vais donner un chiffre qui n'est pas toujours connu et qui en plus est probablement sous-évalué, qui est qu'une femme sur trois
souffrent d'une maladie chronique gynécologique. Parmi ces trois maladies, on a choisi de regarder uniquement trois maladies chroniques gynécologiques. Il y en a d'autres, mais on a pris les principales. La première, c'est l'endométriose. Aujourd'hui, les chiffres actuels parlent d'une femme sur 10, ce qui est déjà énormément. Et on a des chiffres qui commencent à réévaluer un petit peu cette prévalence avec peut-être un peu plus de femmes concernées. Donc l'endométriose, je vais y revenir, mais c'est une maladie dont on a beaucoup entendu parler récemment avec un plan endométriose annoncé par le gouvernement. Mais c'est une maladie qui fait beaucoup souffrir les femmes et qui a un vrai impact sur la vie personnelle. Une deuxième maladie chronique que l'on évoque ici, le SOPK, ou le syndrome des ovaires polykystiques. C'est une maladie qu'on connaît peut-être un peu moins, même si elle est responsable c'est la première cause d'infertilité des femmes. C'est souvent une maladie qu'on découvre au moment où on est en projet d'enfant. Et le syndrome des ovaires polykystiques, malheureusement, n'a pas que l'infertilité comme symptôme, mais va aussi avoir des symptômes sur le mode de vie. On parle d'une femme sur 10 et aujourd'hui, on a une réévaluation qui évoque même une femme sur 7. Et puis un dernier axe, une dernière maladie, le fibromutérin symptomatique. Alors le fibromutérin, c'est c'est pour pas ceux, pardon, c'est pour celles qui en ont souffert, elles ont peut-être entendu leur médecin parler de tumeurs bénignes, hein. Donc en effet, c'est quelque chose qui est bénin au sens où on n'en meurt pas. Enfin, pas en tout cas directement du fibrome, mais les conséquences peuvent parfois être très graves. Et aujourd'hui, là aussi, le fibromutérin, dans certains cas, peut concerner plus qu'une femme sur 10. Fibrome Info France évoque le chiffre d'une femme sur 4. Alors, ça, c'est pour la population générale. Donc, concrètement, soit vous, soit vos collègues femmes, vous savez que dans le lot, il y en aura au moins une sur trois qui va être concernée par une de ces pathologies. Et si on regarde, pareil, les quelques enquêtes qui existent sur l'impact au travail, le premier, qui est l'endométriose, une étude très intéressante d'Endo-France qui montrait que 65% des femmes atteintes d'endométriose parler d'un impact négatif de la maladie sur leur quotidien professionnel. Derrière, ça se traduisait par de l'absentéisme, par du présentéisme parfois, et en tout cas par des difficultés à pouvoir travailler sereinement. Et 73% des femmes, ce chiffre-là, il est aussi très intéressant, atteintes d'endométriose, jugeaient que le fait de partager la situation sur leur maladie permettait d'améliorer leur vie au travail. Donc, je le rappelle, l'endométriose, c'est une maladie qui, en général, apparaît au moment des premières règles et, en général, disparaît au moment de la ménopause. Donc là, on est vraiment sur la pathologie entre 20 et 45 ans, pour les femmes actives, hein, puisqu'évidemment, les premières règles arrivent avant, mais on est vraiment sur cette pathologie-là qui peut avoir un impact chez les femmes. Et c'est une pathologie qui est, entre autres, est caractérisée par de fortes douleurs qui peuvent être invalidantes. Deuxième enquête sur laquelle on s'est fondé, le fibrome. Alors le fibrome, il peut avoir des formes plus ou moins fortes, qui fait que va impacter les femmes différemment. Mais on a quand même 14% des femmes souffrant de fibrome qui déclarent être gênées dans leur vie professionnelle et 11% qui disent s'être déjà mis en arrêt de travail à cause des fibromes ou envisageant de le faire pour 12% d'entre elles. Là aussi, le fibrome, il y a une apparition, une présence plus importante chez les femmes entre 35 et 50 ans. Et la principale caractéristique des fibromes, et encore une fois, hein, ce n'est pas l'ensemble, c'est que ça va être caractérisé par de très forts saignements et des périodes d'anémie qui, du coup, donnent une grande fatigue. On n'a rien aujourd'hui, enfin on avait une étude finlandaise, mais on a préféré se concentrer sur les études françaises, sur l'impact du SOPK au travail. Le SOPK, c'est une maladie hormonale, donc ça va aussi avoir un impact sur le bien-être, sur la santé mentale et aussi. Donc c'est aussi une maladie qui va avoir un impact sur la vie personnelle et dont on peut imaginer que
par corrélation, encore une fois, c'est difficile de laisser sa maladie à l'entrée du bureau, elle va avoir un impact sur la vie professionnelle. Donc voilà pour la santé intime de toutes, hein, et la santé intime de celles en particulier qui souffrent de maladies chroniques gynécologiques. Peut-être derrière, après ce panel, vous parlez, et je vais laisser la parole à Jennifer sur ça, de qu'est-ce qu'on peut faire quand on est en entreprise sur ces questions-là. Effectivement, on vient de l'évoquer, il y a quand même beaucoup de sujets qui impactent des collaboratrices et finalement qui les impactent sur leur vie professionnelle. Donc, la question qu'on peut se poser à présent, c'est comment en fait on peut agir en entreprise. Et là-dessus, on va vous détailler quelques pistes qu'on a aujourd'hui nous relevées et qu'on propose donc de partager. Aujourd'hui, la première qui nous semble essentielle, c'est finalement d'avoir une idée un peu plus précise sur son absentéisme. On l'a dit tout à l'heure, de mieux connaître l'absentéisme donc en interne, pour avoir aussi des indicateurs qui permettent de mesurer donc l'impact de la santé intime sur donc sa propre sinistralité. Ensuite, ça va permettre de cibler les actions qu'on va mettre en place, dont on va évoquer juste après, pour pas effectivement ne pas mettre des choses en place qui n'auront peut-être pas d'impact et qui n'auront pas été, n'auront pas d'impact sur une population significative, en tout cas dans l'entreprise. Donc ça, c'est une première chose à faire. Et donc souvent, c'est la même chose, comme on le disait tout à l'heure, autant on a des études, des baromètres qui sont non genrés. Bah, c'est pareil, quand on a des indicateurs en interne en entreprise, en règle générale, ils sont non genrés aussi. C'est peut-être aussi d'amener ces premiers indicateurs et de faire un petit peu comme tout à l'heure, on a fait les différentes données qu'on vous a partagées, bah, de faire ça dans chaque entreprise pour pouvoir mieux connaître, encore une fois, sa sinistralité et mieux connaître la typologie de collaborateurs et collaboratrices qu'on a en interne. Une deuxième étape, et celle-ci, elle est pas à prendre à la légère, qui est de sensibiliser effectivement et d'échanger en interne sur tout ce qu'on vient de voir. Parce que finalement, c'est primordial, et Juliette le disait tout à l'heure pour l'endométriose, quand des collaboratrices ont pu parler de ce sujet-là, ou ont vu que ça en parlait dans les entreprises, bah, rien que ça, parfois, ça libère donc la parole. Elles se sentent mieux comprises, parfois mieux comprises dans la douleur auquel elles peuvent être traversées, enfin, qu'elles peuvent traverser. Et donc ça, ce sont des sujets qu'il faut finalement évoquer. Et quel que soit le niveau d'encadrement qu'on a dans la société. On sait que les managers là-dessus, quand on discute nous avec quelques entreprises, ils sont très demandeurs de ça pour mieux comprendre aussi les équipes qu'elles managent et savoir comment réagir aussi, comment peut-être aussi mettre en place quelque chose aussi en interne dans l'équipe. Donc, c'est des choses qui peuvent être parfois très faciles à faire, mais il faut sauter le pas et connaître aussi connaître le sujet. Et c'est pour ça que nous, les quelques retours qu'on a aussi d'entreprises qui ont déjà justement mis en place certaines choses, on se rend compte que, comme je vous l'ai dit, rien que d'en parler, ensuite, les différentes collaboratrices vont pas forcément mettre en place les différents avantages qui sont là. Je prends l'exemple du congé menstruel parce qu'on entend beaucoup parler. Parfois, les entreprises qui le mettent en place, on se rend compte que c'est pas pour ça que les collaboratrices vont le prendre, parce que rien que d'avoir été entendues, d'avoir enlevé le tabou en entreprise, elles sont beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus, on va dire, peut-être respectées sur ça. Donc ça, c'est une chose qui est aussi importante et qui finalement, parfois, hein, peut suffire. Et puis, on le sait, c'est un atout quand même non négligeable aussi en recrutement, sur la marque employeur. Et comme c'est quelque chose qui est encore très précurseur, enfin, en France, c'est encore des sociétés qui sont c'est très précurseur, faut pas hésiter à se lancer sur ce volet-là. Si on continue un petit peu dans les démarches, on sait que donc, selon le secteur d'activité, selon les métiers auxquels vous êtes confrontés dans les entreprises, il faut aussi penser à parfois adapter le poste de travail, l'environnement de travail. Et ce sont parfois des actions minimes, mais qui vont avoir des gros bénéfices pour les personnes concernées. Juliette en a parlé tout à l'heure, parfois c'est simplement avoir à disposition des toilettes propres, je précise le mot propre. On peut mettre aussi à disposition, par exemple, des protections hygiéniques. C'est quelques idées qu'on peut avancer comme ça, mais en tout cas, repenser, après les indicateurs que vous allez avoir, comment mettre des choses en place qui peuvent être, encore une fois, très simples parfois.
Et enfin, la dernière chose qu'on voulait vous partager, c'est aussi de mener des actions spécifiques, mais coordonnées, avec plusieurs acteurs de la santé au travail. On le sait, il ne faut pas l'oublier, aussi la médecine du travail hein, qui peut vous aider, qui peut accompagner dans cette démarche-là. Ça peut être les partenaires sociaux. Parfois, ça vient d'ailleurs des partenaires sociaux de soulever le sujet, de dire qu'il y a quelque chose peut-être à faire. Et puis aussi, ça peut être aussi le conseil en complémentaire santé. Et là, on le sait très bien, puisque ça, c'est ce qu'on fait nous aussi aujourd'hui pour les sociétés qu'on accompagne, où on coordonne les actions et on va suivre aussi dans le temps, justement mesurer dans le temps ces différentes actions. Donc c'est pour ça que d'ailleurs, la dernière chose qui va être importante, c'est oui de mettre des choses en place, mais aussi donc de le suivre dans le temps, de le mesurer pour mesurer l'efficacité et pouvoir peut-être remettre, modifier peut-être certaines actions ou en modifier certaines. Donc ça, c'est des pistes qui peuvent déjà être mises en place et très simplement en entreprise. Merci Jennifer. Du coup, en conclusion, et comme ça, on nous laisse un petit peu de temps pour échanger. Rappelez que une femme sur trois souffre d'une maladie chronique gynéco, que 100% des femmes vont être concernées par à un moment de vie par leur santé intime, et on leur souhaite à toutes d'arriver jusqu'à la ménopause, parce que ça veut dire qu'elles sont arrivées jusque-là. Donc ces questions-là aujourd'hui, elles sont intéressantes à aborder, en tout cas, il me semble, parce qu'elles permettent d'aller plus loin vers un environnement professionnel qui prend en compte tous les genres. Voilà, y compris les spécificités du genre féminin. C'est un élément qui peut aussi, et on l'a vu, avoir de nombreuses conséquences sur la qualité de vie au travail en termes d'absentéisme, d'engagement, de productivité, ou aussi être enclin à recruter et retenir les talents. Je compléterai en disant que, parce que ça fait un petit bout de temps qu'on travaille sur ce sujet-là à MyS Life, on voit aussi sur peut-être toute une génération de jeunes actives qui rentrent sur le marché du travail, une vraie attente sur ces questions-là, parce que d'un point de vue sociétal, le sujet a été très largement détabouisé et commence à devenir un sujet de partage entre les hommes, les femmes des générations, des nouveaux entrants, on va dire, sur la vie active. Donc, pour toutes ces raisons-là, nous a semblé intéressant d'aborder ce sujet-là et de pouvoir vous le présenter et d'éventuellement discuter ou vous entendre discuter sur ces questions-là par la suite. Alors du coup, et pour terminer, moi je vous dirais que nous on est ouvert aux questions et donc je vous invite à alors soit à les mettre dans le chat ou alors à nous recontacter si vous le souhaitez. Vous allez évidemment, on va vous le renvoyer, mais vous pourrez télécharger le panorama sur nos sites respectifs et on va vous envoyer à la fois le panorama et le replay, comme promis. Et puis maintenant, j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a des questions? Et je vais arrêter le partage pour pouvoir regarder vos questions. Ce sera plus Regardez dans le simple chat, pour ouais. moi. Ouais, Voilà. si vous avez des questions. Alors, est-ce que tu les vois? Ouais, voilà, parfait. Je commence à regarder justement les questions. Donc, oui, donc on a répondu pour le replay. Oui, on vous enverra le replay, le panorama. Alors, dans les questions sur effectivement les arrêts maladie considérés, alors je vois qu'il y a eu une réponse, mais effectivement, je confirme parce que je vois que la question était sur les enfants malades ou d'autres raisons. Donc non, ce n'est pas comptabilisé dans les arrêts qu'on a vus tout à l'heure parce que ils ne sont pas, ils sont pas indemnisés. Donc on parle vraiment d'arrêt maladie, pas par exemple de congés pour enfants malades ou de congés, ça peut être des congés même d'aidants, puisqu'on sait que c'est la population féminine surtout qui est souvent aidante. Donc non, ce n'était pas, et donc, ça aurait pu être une piste qui expliquait cet écart-là, mais il n'était pas dans les chiffres qu'on a vus tout à l'heure. Pouvoir travailler chez soi les quelques jours autour des règles quand ça s'accompagne de douleurs et de fatigue. C'est vrai que c'est des pistes aussi qu'on peut avoir. Alors qu'ils sont malheureusement pas toujours envisageables quand on est sur une fonction. Tout dépend de l'activité, ouais. Voilà, quand en fonction, il y a des fonctions évidemment de bureau qui le permettent, d'autres qui le permettent pas. Donc c'est pour ça aussi que c'est important de réfléchir à tout un panel de solutions. Comment encourager les responsables RH à prendre des mesures pour la santé des femmes? Alors, je ne suis pas responsable RH. J'en rencontre quelques-unes avec un grand plaisir. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même une thématique, comme je le disais, qui commence à faire émerger. Nous, notre panel, il vise aussi à
à donner du corps aussi concrètement à ce que ça représente. Donc après, c'est aussi à mesurer au regard de l'ensemble des priorités de la structure, mais l'idée, c'est aussi peut-être de juste enclencher le dialogue sur ces thématiques-là. Et je rajouterais que comment les encourager, c'est qu'on voit que nous, encore une fois, les retours pour les quelques entreprises qui ont sauté le pas, les retours sont très positifs et encourageants. On le voit maintenant, même le gouvernement se penche sur la question. On parlait tout à l'heure du dernier du rapport du Sénat. Dans le rapport, il y a des choses qui vont se mettre en place peut-être aussi au niveau peut-être des branches d'activité. Donc parfois, ça va peut-être arriver par les partenaires sociaux ou par les branches. Mais avec tous les chiffres qu'on vient d'évoquer aussi, je pense que ça peut montrer, quand on en parle en entreprise et si on a des populations féminines, mais même quand elles n'est pas très féminines, justement, c'est de ne pas les oublier. Quand on voit après, encore une fois, les retours et les retours sur investissement, on va dire, on se rend compte que ça vaut le coup de le faire sur ça. Et donc, on le répète encore, c'est déjà d'ouvrir le dialogue. Et d'ailleurs, je vois que là, il y avait une des questions de comment évoquer, comment faire que les règles ne soient plus tabous, autant auprès des hommes, mais aussi des femmes, bah, c'est d'en parler. D'en parler déjà en entreprise, parce que souvent on se rend compte que c'est tabou, parce qu'aussi c'est très méconnu par les hommes, bien sûr, mais aussi par les femmes. Je suppose que tous les sujets qu'on a évoqués aujourd'hui, il y en a peut-être certains que ce soit les chiffres ou même peut-être les thématiques. Et donc d'ouvrir encore une fois le dialogue sur les règles, mais pas que, ça lève déjà un tabou. C'est Et, déjà de et je, dialoguer. et je voudrais juste, alors pour le coup, c'est une expérience récurrente de prise de parole qui est que, en fait, à partir du moment où on prononce le mot, il faut juste que c'est comme l'éléphant. Une fois qu'on a commencé à prononcer le mot, finalement, les choses viennent assez facilement. Il n'y a pas besoin d'être trash, il faut juste poser les choses. Et pour la majorité des collaborateurs hommes, alors c'est variable, mais en tout cas, une grande majorité des collaborateurs hommes ont souvent aussi une compagne qui partage leur vie et qui est confrontée aux mêmes difficultés que celle enfin, qu'ils rencontrent au travail. Donc aborder ce sujet-là, ça vise à simplement le mettre devant de la scène. L'idée, encore une fois, et j'en reviens à vraiment le warning que je mettais au départ, c'est qu'on associe aussi souvent règles avec fragilité ou l'idée, c'est pas de parler d'une fragilité, parce que des fragilités chez les hommes, on peut en citer plein, il y en a d'autres, hein. L'idée, c'est juste de remettre en fait un quotidien et d'expliquer aussi comment, ben, dans ce cas-là, on peut travailler sur ça. Et je voudrais juste en complément sur les règles, parce que je trouve, les règles, en tout cas l'intimité, je trouve l'exemple très très parlant sur l'intérêt pour les deux genres d'aborder ces thématiques-là. C'est un des exemples qui est cité dans le rapport du Sénat où, dans le cadre de la féminisation de la profession de chauffeur de bus de la RATP, s'est posé très rapidement la question des toilettes au terminus des bus. Donc, les femmes chauffeurs ont demandé en fait à avoir des toilettes pour toute une série de raisons. Et à ce moment-là, du coup, ça a levé la question de savoir de comment diable faisaient les chauffeurs hommes jusqu'à maintenant. Et l'ensemble en fait de la réponse qui a été de mettre des toilettes, évidemment, a permis une amélioration de la situation pour tout le monde. Donc, l'idée aussi, c'est que ouvrir cette question-là, ça va peut-être parler d'abord des règles, puis après de peut-être d'autres choses pour l'ensemble des collaborateurs. Il y a un point sur les collèges, hein. Oui, tout à fait. Il y a de plus en plus de collèges et de lycées qui s'équipent de distributeurs de protection périodique pour les jeunes filles. Et en effet, c'est une bonne manière aussi de faire rentrer ce sujet-là dans les nouvelles générations, mais qui revient sur ce que je disais, hein. Les jeunes générations, elles vont arriver avec ça en Au moment tête. du travail avec des envies. Exactement, et avec une éducation auquel elles vont s'attendre en entreprise. Voilà. Merci Viviane pour la citation. En effet, une bonne, on laisse pas son corps à la porte des entreprises. Alors c'est valable pour les questions de santé intime, c'est valable pour plein d'autres choses, hein. Euh, et donc merci Olivier. En effet, il y a un intérêt pour la salariée, les salariés, mais aussi pour l'entreprise d'un point de vue RH, hein. Et je crois qu'on a tout C'était vu en termes précieux. de Beaucoup de questions. remerciements d'ailleurs. Des Merci remerciements et de merci oui, retour. pour vos retours. On espère que, bah, à moins qu'il y ait d'autres questions, bah non, voilà. Et du coup, on espère que, bah, qu'on a pu
au moins vous apprendre un peu des choses et surtout vous intéresser à cette thématique-là. On est disponible, comme on le disait, Jennifer comme moi, pour continuer de répondre à vos questions par la suite. Certains et certaines d'entre vous sont là parce que vous nous connaissez et d'autres sont là peut-être parce que vous avez découvert. Donc, n'hésitez pas en tout cas à nous solliciter si vous voulez avoir plus d'informations ou pourquoi pas vous accompagner pour vous aider à mettre en place des choses au sein de votre structure. En tout cas, ça fait plaisir de voir qu'il y a de Ouais, l'intérêt et que ouais, c'est très, j'espère, très voilà, cool. que ça vous a, comme disait Juliette, ça vous a appris certaines choses et ça vous a peut-être donné envie d'aller plus loin sur le sujet parce que on le répète, mais il y a aussi vraiment des bénéfices à s'y intéresser.